Si, ils l'ont fait. Nikon vient tout juste d'annoncer son Z8, le petit frère du Z9, digne successeur du D850, là où le Z9 était le successeur du D6 avec ce format monobloc, c'est 1340 grammes, et sa technologie de pointe. Alors avant de commencer, sachez que j'ai pris en main ce boîtier pendant quelques heures, parce que Nikon est venu ici nous présenter le boîtier pour qu'on puisse faire les images pour IPN.fr et pour le réseau de distribution Images Photo. Mais aussi plus récemment, lors d'un voyage à l'occasion de l'événement Photo London où Nikon a dévoilé son Z8. J'ai pu donc continuer à tester le boîtier à travers des workshops plutôt cool et en plus, il y avait tous les potes. Alors, après avoir échangé avec Damien et Maxime, on est tombé d'accord. Ce Z8 est une tuerie, mais tuerie au sens propre, hein. Il a tué le Z9. On va voir dans cette vidéo si ce Nikon Z8 est à la hauteur d'un Sony Alpha One au prix d'un Canon R5. Enfin, à 100 balles près. J'en profite d'ailleurs pour remercier Damien qui m'a permis d'utiliser ces images pour illustrer cette vidéo. Et si jamais vous ne le connaissez pas encore, je vous invite grandement à aller checker son test, il est en description. On arrête le débat tout de suite, c'est un Z9 miniature. Il a les mêmes caractéristiques techniques, le même capteur, le même processeur et il a même des fonctionnalités qu'il n'y a pas encore dans le Z9. J'espère que Nikon vous avez prévu une petite mise à jour rapide pour les propriétaires du Z9 parce que sinon ça va faire la gueule. Ce qui change vraiment, c'est l'ergonomie. On passe d'un boîtier monobloc de 1340 grammes à un boîtier compact de 910 grammes, soit 30% de moins qu'un Z9. C'est toujours 25% de plus qu'un Alpha One. En termes de stockage, on a un emplacement SD et un emplacement XQD CF Express de type B. Fini les deux XQD ou CF Express de type B, c'est super long à dire. Alors ça peut dérouter certains d'entre vous, surtout les fans de backup, mais sachez que énormément de codecs passent sur une carte SD V90. Déjà, toutes les photos, hein, c'est le buffer qui travaille, la carte SD c'est pour l'enregistrement. Au pire, c'est un peu plus lent qu'une XQD ou une CF Express de type B. Et pour la vidéo, seul le format NRAW ne passe pas. Le ProRes et même la 8430 en H265 passent sur une carte SD V90. C'est magnifique. Il n'y a pas non plus de puce GPS ni de port Ethernet. Alors pour le GPS, je suis un peu déçu parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir ces photos sur une map, sur Lightroom par exemple. Et pour l'Ethernet, ils vendent un accessoire en USB-C. C'est pour ça que vous avez deux ports USB-C. Il y en a un pour charger et il y en a un pour transférer. Enfin, au niveau de l'écran, c'est le même que Z9. Il est sur 4 axes avec ce mode vertical qui est plutôt pratique quand on veut faire du format vertical. Par contre, il se retourne toujours pas vers nous. Si on compare à l'Alpha One, il est meilleur. Si on compare à l'Aster 5, il est moins bon. J'avoue que c'est un petit peu chiant de ne pas pouvoir se regarder. En même temps, je pense pas que le vlog soit sa finalité première. En résumé, c'est quand même une ergonomie agréable. Il y a 2-3 petites choses qui sont à paramétrer puisque maintenant tous les boutons sont paramétrables. Donc vous pouvez vraiment le faire fonctionner comme vous avez envie. Et surtout, on verra à la fin, il y a des petites choses qu'il n'y a pas chez les autres et qui, moi, me font kiffer. C'est un boîtier qui est résistant, qui va être moins résistant bien évidemment que le Z9, puisque là on est sur un boîtier full magnésium. Vous pouvez planter des clous avec, il n'y a aucun problème. Le Z8, on va faire un petit peu plus attention, il est aussi résistant que le D850. Le plus important sur ce boîtier, en fait, c'est de comprendre la technologie derrière le capteur empilé de 45,7 millions de pixels et l'optimisation du processeur. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul concurrent en face, c'est l'Alpha One qui a 50 millions sur un capteur empilé. Le R5 n'en a pas. Le R3, c'est 24 millions de pixels. On n'a effectivement pas d'obturateur mécanique comme le Z9 depuis maintenant plus de 18 mois. Alors, il y en a 2-3 qui sont pleins de problèmes de scintillement. Ils ont fait une mise à jour, un mode anti-scintillement en photo et en vidéo. Apparemment, il y en a qui arrivent à le régler nickel. Il y en a avec qui ça marche pas. Il y en a qui savent pas le régler. On descend le shutter jusqu'au 32 millième, ce qui est vraiment rien. Et le rolling shutter est meilleur que l'Alpha One. Après, tout ce qui en découle, c'est un N-Log avec un double ISO natif 800 et 4000 ISO. Et en Rec 709, ça descend à 64 ISO, voire même à 32 ISO en mode étendu. On a une excellente montée en ISO, équivalente à l'Alpha One, meilleure que l'Aster 5, puisque l'Aster 5 a 61 millions de pixels. Petite particularité, vous avez un shield qui vient protéger le capteur quand vous l'éteignez. Ouais, il est extrêmement rapide. En résumé, il n'y a aucun bridage de la part de Nikon, et ça fait plaisir. En photo, c'est toujours sans compromis, on a jusqu'à 120 images par seconde en JPEG et jusqu'à 20 images par seconde en RAW. Il y a quand même 3 particularités que j'aimerais souligner. La première, c'est une nouveauté qu'il n'y a pas sur le Z9, c'est le format HEIF qui permet d'avoir 10 bits en termes de profondeur colorimétrique par rapport à 8 bits sur des JPEG actuels. Et surtout, ça conserve une taille qui est similaire. C'est un format qui commence à se démocratiser de plus en plus parce que c'est propriétaire d'Apple, on l'a sur tous les iPhones. Bref, c'est que du plus. Au niveau de la rafale, on sera un tout petit peu moins que les 30 fps annoncés en JPEG. Deuxième particularité qu'il y a sur le Z9 depuis pas si longtemps que ça, c'est la fonction pré-déclenchement en JPEG encore une fois. Ça vous permet d'enregistrer jusqu'à 1 seconde, soit jusqu'à 120 images, avant de déclencher. Typiquement, pour les photographes animaliers, c'est
une killer feature. Et je comprends pas pourquoi c'est pas de partout. Et enfin, troisième technologie, et celle-ci, je pense que c'est la plus importante parce que clairement, on la met pas assez en avant. Vous avez la technologie Dual Stream qui permet de faire deux flux. Un vidéo à 120 images par seconde pour votre œil et à côté, un autre flux qui enregistre les images. Du coup, votre œil a toujours un accès à la vue instantanée sur ce qui se passe et à côté, l'autre flux permet d'enregistrer les images. Je trouvais ça ultra important de vous le préciser parce que pour moi, c'est une belle prouesse technologique. En vidéo, c'est bien meilleur. Pourquoi? Parce que tout est en interne. 8K 60 en RAW. Oui, messieurs, dames. Il a une très bonne stab. On a accès à de la 4K suréchantillonnée à partir de la 8K avec une option, si on veut pas. On a tous les assistants, focus picking, waveform et compagnie, etc. On peut faire ce qu'on veut. On a des proxys sur le format RAW. On a la possibilité de zoomer jusqu'à 2 fois quand on filme en 4K pour cropper dans le capteur en live pendant qu'on filme sans perte de qualité. Un petit peu à la Clear Image Zoom de Sony. On n'a pas besoin de faire un changement entre NTSC et PAL. On peut filmer en 4K 50, après en 4K 60, etc. Le NRAW est un petit peu jeune. Soit, parce qu'on peut pas changer les ISO, mais on peut changer la balance des blancs. Ça s'améliore de plus en plus. Bon, j'avoue que c'est pas l'autofocus le plus précis du parc, mais en même temps, on se rappelle que le processeur a 18 mois. Et vu le nombre de mises à jour qu'il y a eu sur le Z9, j'ai beaucoup d'espoir quant aux mises à jour du Z8. Non seulement parce qu'il y a du deep learning à l'intérieur, donc il détecte déjà les humains, les animaux et les véhicules, qu'il y a eu une petite mise à jour récemment pour augmenter de 0,5 V en basse lumière, et donc j'ai envie de faire confiance aux ingénieurs et de faire un feedback d'ici 6 mois pour voir un petit peu ce qu'il en est. Avant-dernière partie, la batterie et la surchauffe. Alors, surchauffe, en 4K 60, il n'y en a pas. Voilà, en 4K 30, il n'y en a pas, je sais, récemment vous étiez plutôt habitué à avoir de la surchauffe, et ils annoncent 1h30 en 8K 30, en NRAW. Voilà, autant vous dire que vous avez un peu de marge. Par contre, la batterie, c'est le truc qui vient un peu noircir le tableau, puisque on tient entre 1h30 et 1h40 d'enregistrement avant que la batterie ne meure instantanément. Il faut 2 batteries de Z8 pour faire l'équivalent d'un Z9. C'était à prévoir, mais c'est un petit bémol quand même. Bon, on arrive à la conclusion, et avant ça, je voulais juste m'arrêter sur quelques features que j'aime beaucoup chez Nikon, que je retrouve pas forcément chez Sony. Dites-moi si ça existe ailleurs, je connais pas tout, hein, Olympus, Fuji, etc. J'ai des lacunes, mais par exemple, les boutons qui s'allument dans la nuit, je trouve ça ultra intéressant et pertinent, surtout que moi je fais pas mal de voies lactées, donc c'est pas mal pratique, on va dire. Et on a un mode aussi qui s'appelle Starlight, ça permet de booster le capteur et d'afficher vraiment les étoiles pour faire la mise au point dessus, c'est magnifique. On a tous les petits modes timelapse, etc. un petit peu créatifs, focus bracketing qui sont aussi pas mal. Le focus bracketing, on l'a que sur la STR5, nous chez Sony. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Voilà, ça existe chez Canon, etc. C'est trop bizarre. On a aussi le mode infrarouge qui vient transformer l'affichage en rouge, les boutons en rouge. Et ça, pour la voix de live, c'est apparemment exceptionnel. Je l'ai pas encore testé, mais on me dit que du bien. Et enfin, c'est quelque chose que je trouve ultra intelligent, mais dont je n'aurais pas forcément l'utilité tous les jours, c'est l'AF zone large, une technologie qui existait dans les réflexes, mais qui n'était pas compatible avec l'eye tracking. Maintenant, ça l'est. En gros, vous déplacez le collimateur, vous pouvez l'étirer sur 20 niveaux, et dans le cadre de saut de haie, par exemple, vous vous concentrez que sur les visages, et l'AF va pas pomper sur la haie ou les jambes ou quoi que ce soit. Je trouve ça, mais ultra smart. Voilà, c'était un petit peu les features que j'aimais chez Nikon sur le Z9, mais aussi sur le Z8. Moi, ce que vous pensez du Z8 en général, est-ce que ce boîtier est fait pour vous ou non? Il me reste plus qu'à enfoncer le clou une dernière fois avec le prix, 4 599 €, soit 2 700 € de moins qu'un Sony Alpha One et 1 400 € de moins qu'un Nikon Z9. C'est pas mal, ouais, non, là en face, t'as rien. Disponible chez IPLN avec code créateur Guirush, bien évidemment. Nikon se positionne très très bien, il faut les choses bien. On attend un petit level up au niveau de l'autofocus, la fiabilité, mais ils reviennent d'entre les morts, je vous rappelle. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, hein, petit like, commentaire, abonnement, ça fait plaisir. Et si vous êtes encore là, merci déjà. Hashtag until the end for the bonus. En gros, j'ai posé quelques questions qui me semblaient un petit peu légitimes, à savoir l'évolution du Z8 possible. 1. Est-ce qu'on va pouvoir faire du bureau en externe? Non, ce n'est pas prévu. Le NRAW est là pour le remplacer. 2. Est-ce que c'est possible d'enregistrer sur un SSD en externe? Non plus, ce n'est pas à l'ordre du jour. Troisième info, non, on ne peut pas séparer les proxys du NRAW. Donc les deux seront sur la XQD. J'avoue que c'est un peu relou, j'aurais bien aimé mettre les proxys
sur la carte SD pour faire un backup si jamais il y avait un problème. Et enfin, pas de possibilité de faire des RAW avec des formats différents comme sur l'Alpha One. Pour l'instant, il n'y a que en JPEG. On croise les doigts encore une fois pour qu'ils puissent faire la mise à jour. Techniquement, ça devrait être possible. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. La mise.